les trois gros leviers en fait, de transformation, c'était d'une part le passage en fait, du catalogue au digital et au e-commerce. Sur le produit, en fait, une transformation de l'offre et un développement de l'offre maison. Et sur le service, en fait, la construction de ce nouveau site logistique qui nous permettait de livrer en 24 heures. Et pour ces trois pans de transformation, on avait besoin de compétences qui, en partie, n'existaient pas dans l'entreprise. Quand on a un site logistique complètement automatisé qui fonctionne en temps réel, on a besoin de compétences en termes d'ingénieurs, compétences et de connaissances sur l'automatisation et la robotisation qu'on n'avait pas en interne. Donc on a dû aller chercher des talents. Et ça a été la plus grosse difficulté parce qu'en plus la Redoute est toujours basée dans le nord de la France, à Roubaix. Et dans une entreprise finalement qui était donnée pour morte, c'était pas évident d'attirer des talents. On a quand même réussi parce qu'il y a des gens qui sont finalement attirés par le défi, par le challenge. Et ce que nous, on offrait, c'était en contrepartie, c'était une liberté énorme. C'était cette ouverture aussi du capital, donc la capacité à créer de la valeur et finalement à aller chercher de la valeur. Et de petit à petit, en fait, ça a été de moins en moins difficile d'attirer des talents. Une fois qu'on avait fait nos preuves, qu'on a réussi à construire la confiance dans notre capacité à redresser l'entreprise. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, on est ravis de se lancer dans une nouvelle verticale de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler retail. Comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, nous avons lancé il y a 2 ans un fonds en collaboration avec le groupe Carrefour, qui s'appelle Dastor, et qui investit dans le retail au sens large. E-commerce, procurement, logistique, data, fintech, food. On cherche à soutenir toutes les startups et leurs technologies de demain, donc dans ces domaines-là. Et pour ce premier épisode spécial retail, on a l'honneur de recevoir une invitée de marque, une dirigeante d'entreprise qui incarne parfaitement cette thématique. Nathalie Bala, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Et il y a aussi Alexandra autour de la table qui est investisseur pour le fonds Dastor et qui couvre du coup chez Daphne les secteurs du commerce et du retail. Salut Alex. Bonjour à tous. Donc Nathalie, tu vas te présenter, mais je me permets une petite intro. Tu es passionnée de mode, de design et de technologie et d'entrepreneuriat. Tu as redressé avec grand succès La Redoute et Relais Colis avec Éric Courteil, ton associé. Tu es persuadée que l'intelligence collective fait la différence et tu es aussi engagée par ailleurs via Sista que tu as cofondé en 2018 et plus récemment avec la Climate House. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet de toute cette vie passionnante qui est ta vie pro, est-ce qu'on peut d'abord parler un peu de toi ? Qui était Nathalie enfant, adolescente ? D'où viens-tu ? Quelles étaient tes passions ? Qu'est-ce qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui ? Oui. Alors, moi, j'ai vécu, où j'ai grandi en région parisienne. Ma mère est allemande et mon père est hongrois, donc j'ai eu la chance d'aller au lycée international. J'ai grandi dans un environnement très international et j'ai grandi dans un environnement qui chérissait la liberté puisque mon papa a quitté en fait sa ville Budapest en 1956 et fui en fait le communisme pour pouvoir accéder à des études et vivre librement. Donc la liberté a toujours été quelque chose de très important dans notre famille. L'éducation aussi, parce qu'il a fui pour pouvoir faire ses études et avoir accès à des études. Et en fait, c'est ça qui m'a guidée sur, je dirais, toute ma trajectoire. Et ensuite, j'ai toujours été passionnée de commerce. J'accompagnais mes grands-parents qui vendaient des tissus sur les marchés en Hongrie. Et je ne sais pas si c'est là où je suis tombée amoureuse du commerce ou comment ça s'est fait, mais en tout cas, donc ça vient de la petite enfance. Voilà, c'est ça. J'ai toujours adoré ça. Et donc, du coup, pour moi, ça a été une évidence. Et donc, j'ai fait des études de commerce. J'ai quand même démarré dans l'audit. Et je me suis spécialisée en finance avec un doctorat. Parce que je me suis dit que les chiffres, c'était la traduction en fait, de ce qui se passait dans l'entreprise et qu'il fallait maîtriser les chiffres. Et en plus, j'étais assez bonne en maths. Mais finalement, ce qui m'intéressait, c'était le commerce. Et donc, j'ai fait toute ma carrière dans le commerce. Intéressant. Ou le retail.
Tu vas encore en Hongrie, tu as encore de la famille là-bas? Oui, 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 oui. On a donc toute la famille de mon papa est là-bas et on y va régulièrement. Et mes enfants aussi adorent y aller, donc c'est toujours un plaisir. Super, parce qu'on parlait de voyage en off, donc Oui. tu nous en parleras un peu plus de la Oui. Hongrie. Est-ce qu'on rentrerait pas directement dans le vif du sujet et de cette opportunité que tu as eue de racheter La Redoute avec du coup ton associé Eric, personne que tu connaissais en amont, Oui. avec qui tu avais déjà travaillé? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'avais rejoint le groupe PPR, donc Pinot Printemps Redoute, qui est devenu Kering en 2009, et en tant que PDG de La Redoute. Et je faisais partie du COMEX de Red Cats, qui était la holding de PPR qui détenait toutes les activités de vente à distance. Et Eric Courteil était secrétaire général de Red Cats. Là, on est en quelle année? Là, on est en 2009, quand j'ai D'accord. rejoint en fait, le groupe. Et donc, on a été pendant quasiment 5 ans collègues. On a travaillé ensemble sur pas mal de sujets, donc c'est toujours utile pour apprendre à se connaître, à comprendre comment l'autre fonctionne. Et on a toujours eu un rapport privilégié et une très bonne capacité à travailler ensemble. Ce qui fait que quand il y a eu cette opportunité finalement lors de la session de La Redoute de présenter un projet, pour moi, il était assez évident qu'en fait, Eric et moi, on était très complémentaires et que ça pourrait vraiment bien fonctionner. Et qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre justement La Redoute? Gros challenge, la complexité du projet. Quel était le mindset à ce moment-là? Le mindset, c'était, il y a une marque exceptionnelle qui s'appelle La Redoute, qui a été innovante et avant-gardiste pendant des dizaines d'années. Et en fait, la conviction que La Redoute avait sa place sur le marché, qu'il fallait certes la dépoussiérer, certes en fait changer un certain nombre en fait de choses, notamment passer du catalogue au digital, mais aussi faire évoluer l'offre, etc. Et je pense que je l'ai dit tout à l'heure en off, en fait, j'ai vraiment un goût des défis. J'ai un goût, aussi, j'aime les belles choses. Pour moi, La Redoute, c'est vraiment une belle marque et une marque patrimoniale. Et donc, le défi de pouvoir, en fait, prouver que cette marque avait sa place et que les collaborateurs qui étaient engagés au service de cette marque, en fait, avaient capacité à prouver que la marque pouvait, en fait, revenir au goût du jour. Oui, c'était en tout cas une conviction. Après, on n'est pas parti la fleur au fusil avec Eric Courteil. On a sécurisé, bien sûr, on s'est posé, on a réfléchi à ce dont on avait besoin et ce qu'il fallait faire. Et on a sécurisé les financements, on a sécurisé le fait aussi que le corps social accepte qu'on devait passer par un plan social important pour pouvoir retrouver une base saine à partir de laquelle La Redoute pouvait se redéployer dans un marché qui avait changé par rapport en fait, à ce que l'entreprise avait connu historiquement. Vous étiez plusieurs candidats au rachat? Oui, on était plusieurs candidats. Alors, on était 4. Donc, nous, on n'avait pas l'offre la mieux-disante. Alors, ce que ça veut dire mieux-disante, c'est qu'il fallait recapitaliser La Redoute de toute manière, parce que l'entreprise était en perte de vitesse, perdait à peu près 50 millions d'euros par an. Et donc, en fait, Kering, pour céder l'entreprise, devait recapitaliser l'entreprise. Donc, on n'avait pas l'offre la mieux-disante dans la mesure où on n'a pas demandé le moins d'argent, mais on avait une offre, je pense, vraiment solide, portée par l'équipe de direction, portée par les équipes, où on avait des éléments de différenciation très forts par rapport aux autres offres, qui étaient d'une part le fait qu'on connaissait très bien l'entreprise, qu'on avait proposé d'ouvrir le capital de l'entreprise à l'ensemble en fait, des collaborateurs, et aussi le fait qu'on s'engageait à ne pas distribuer de dividendes pendant un certain nombre d'années, et qu'on sécurisait du fait l'actionnaire sortant qui allait recapitaliser, du fait que l'argent resterait dans l'entreprise et serait utilisé pour investir dans le développement de l'entreprise.
Ok, ça c'est les lignes différenciantes de votre offre versus celle des autres. Oui, plus le projet industriel qui... bon, nous, on en était convaincus à l'époque, mais bon, je veux dire, c'est un peu normal. Un projet industriel et commercial, en fait, qui tenait absolument la route par rapport à d'autres projets qui étaient peut-être moins clairs ou moins dans l'ADN, en fait, de la Redoute. Ok. Il y avait des projets qui voulaient transformer la Redoute en marketplace pure, alors que la Redoute, en fait, sa force, c'est le développement des marques propres, par exemple. Ok, oui, donc trop lointain par rapport à voilà, ce que c'est ça. Et donc, vous reprenez la Redoute, les premières étapes. Tu parlais tout à l'heure notamment d'un plan social qui n'a pas dû être évident. Comment vous avez géré je ne sais pas si tu avais déjà, dans tes expériences précédentes, eu affaire à ce genre de process. Non, alors un plan social de cette ampleur, non, parce qu'en fait, il faut s'imaginer, on était 2400 collaborateurs en France, et le plan social visait 1200 postes, donc la moitié des effectifs. Ouais. Ouais, la moitié des effectifs en France. Le gros des effectifs sur le site logistique, où on avait décidé d'investir et de le moderniser pour pouvoir livrer nos clients en 24 heures. Mais aussi pas mal de collaborateurs dans des fonctions qui étaient amenés à disparaître avec une modernisation de l'IT, des process beaucoup plus automatisés et du coup une efficacité plus importante, une meilleure capacité à servir en fait nos clients. On avait prévu un plan social sur 4 ans. Et le fait est que en fait, les gens... nous, on s'était imaginé que c'était socialement responsable finalement de laisser le temps aux gens de se repositionner, de trouver un nouvel emploi. Et finalement, les gens n'aiment pas être dans l'incertitude et on souhaitait partir plus rapidement que ce qu'on avait prévu. Donc d'un côté, ça a été un vrai challenge parce qu'on a eu des compétences qui sont parties plus rapidement que ce qu'on avait prévu. Et d'un autre côté, d'un point de vue en fait économie de coût, ça a bien sûr été un avantage et ça nous a donné en fait de l'oxygène additionnel qui nous a permis d'aller plus vite sur d'autres sujets. Et cette restructuration un peu technologique que vous avez mis en place, par rapport au marché à cette époque-là, c'était plus une mise à niveau ou c'était carrément innovant de prendre cette direction ? Non, c'était plus une mise à niveau. Okay. En fait, on s'était dit, il faut déjà qu'on sache faire la base. Ouais. On venait de très 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 loin. Il faut s'imaginer que quand j'ai rejoint la Redoute, quand un client commandait et payait par carte de crédit, il vous renvoyait son article, on le remboursait par chèque. Donc il devait aller à la banque pour encaisser son chèque. Donc on venait vraiment de très très loin. Donc finalement, je pense que ça, c'est la clé aussi de la réussite d'une transformation. C'est bien sûr, il y a un marché qui évolue, qui va vite, et on souhaite être dans l'innovation, où c'est plus passionnant d'être dans l'innovation. Mais déjà, dans le retail, faire la base, c'est-à-dire offrir le bon produit au bon prix, avec la bonne qualité et le bon niveau de service, c'est déjà je veux dire, absolument... ça suffisant et bien sûr qu'ensuite dans un second temps on a commencé à innover et on a aussi investi dans de l'innovation, mais dans un premier temps on avait vraiment pour objectif de revenir en fait se remettre à niveau. Voilà, se remettre à niveau. Ok, très bien. Et par la suite, quand c'est allé mieux, on va dire, est-ce qu'il a fallu réattirer des talents? Et est-ce que ça a été un challenge d'attirer des bons talents dans une entreprise qui est en redressement? Oui, alors ça dès le départ, en fait, ça a été un vrai enjeu parce que finalement, les 3 gros leviers en fait, de transformation, c'était d'une part le passage en fait, du catalogue au digital et au e-commerce. Sur le produit, en fait, une transformation de l'offre et un développement de l'offre maison. Et sur le service, en fait, la construction de ce nouveau site logistique qui nous permettait de livrer en 24 heures. Et pour ces 3 pans de transformation, on avait besoin de compétences qui, en partie, n'existaient pas dans l'entreprise. Ouais, okay. Quand on a un site logistique complètement automatisé qui fonctionne en temps réel, on a besoin de compétences en termes d'ingénieurs, de compétences et de connaissances sur l'automatisation
et la robotisation en fait, qu'on n'avait pas en interne. Donc, on a dû aller chercher des talents. Et ça a été la plus grosse difficulté parce que, en plus, la Redoute est toujours basée dans le nord de la France, à Roubaix. Et dans une entreprise finalement qui était donnée pour morte, c'était pas évident d'attirer des talents. On a quand même réussi parce qu'il y a des gens qui sont finalement attirés par le défi, par le challenge. Et ce que nous, on offrait, c'était en contrepartie, c'était une liberté énorme. C'était cette ouverture aussi du capital, hein. Donc la capacité à créer de la valeur et finalement à aller chercher de la valeur, hein. Et de petit à petit, en fait, ça a été de moins en moins difficile d'attirer des talents. Une fois qu'on avait fait nos preuves, qu'on a réussi à construire la confiance dans notre capacité à redresser l'entreprise, hein. Okay. Mais au tout début, ça a été un vrai enjeu. Et sur la liberté, typiquement, tu penses à quoi? La liberté des collaborateurs à prendre des initiatives au sein du groupe? Oui, c'est ça, en fait. Il faut s'imaginer, on était un petit poussé, on avait peu de moyens par rapport en fait, à nos concurrents type Amazon, Zalando, etc., qui investissaient des milliards. Nous, on est parti avec 500 millions. Avec ces 500 millions, on a déjà dû financer le plan social. Et ensuite, il nous restait à peu près 300 millions pour investir, pour transformer l'entreprise et pour finalement nous battre à armes, ou essayer de nous battre à armes égales avec ces géants en fait, du e-commerce. Et donc, il a fallu être hyper créatif, il a fallu être beaucoup plus agile et beaucoup plus dans l'initiative. Et par obligation ou finalement par manque de moyens, on a laissé beaucoup plus de liberté en fait aux collaborateurs que probablement ils auraient eu dans un grand groupe avec plus de moyens. Et donc à ce moment-là, vous décidez de vous concentrer sur la mode femme, enfant et la déco. Et il va y avoir notamment des acquisitions telles que AMPM, si je comprends bien, qui vont intégrer le catalogue, et puis par la suite beaucoup d'autres. Oui, alors AMPM, c'était une marque qui existait déjà. D'accord. En fait, la Redoute avait énormément de marques propres. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a nettoyé le catalogue des marques propres et on a on a fait émerger les marques propres en fait, qui avaient déjà du potentiel comme AMPM. Et on a fait émerger des nouvelles marques propres dans laquelle on a fusionné en fait une myriade de marques propres, mais qui étaient restructurées. Voilà, on a restructuré. Donc après, toute la mode était sous la Redoute collection, la maison était sous Redoute intérieure, alors qu'avant on avait une ribambelle de marques propres pour les matelas, ça s'appelait Rêverie. C'est un peu ce qu'est en train de faire Decathlon finalement. Oui, alors Decathlon, ils sont en train d'aller dans cette direction également. Okay. Oui. Super, et on a découvert aussi que chez La Redoute, il y avait une très forte culture d'entreprise. C'est vous qui l'avez insufflée avec Eric à votre arrivée ou elle était déjà présente? Alors, il y avait une culture très forte, historique, mais on a fait... nous, on pense que la culture d'entreprise, c'est un vrai levier en fait, de performance. Et donc, par rapport à la transformation et au chemin qu'on avait à parcourir, on a fait un travail avec l'ensemble des équipes sur comment il fallait qu'on fasse évoluer la culture de l'entreprise pour atteindre nos objectifs. Donc, on a travaillé avec l'ensemble des équipes sur c'est quoi la destination, quelle est la mission et la vision qu'on a pour l'entreprise, où est-ce qu'on veut aller, et comment il faut qu'on fasse évoluer, en fait, quel est l'ADN, quelles sont les choses immuables qu'on va garder, qui sont nos forces, et quelles sont les choses qu'il va falloir qu'on fasse évoluer pour finalement réussir à atteindre nos objectifs. Donc ça a été ultra fédérateur. Ça a aussi contribué à ce que les équipes soient alignées et regardent, en fait, ils prennent des décisions au prisme, en fait, d'une même grille de lecture. Et ça, c'est ultra puissant, justement, quand on est dans la délégation, dans l'agilité, dans la liberté. C'est le fait de s'assurer qu'on a une même grille de lecture, même compréhension des enjeux et une même manière finalement de prendre les décisions, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite. Et dans cet ADN, j'imagine du coup qu'il y a ce dont tu parlais tout à l'heure, la liberté, la créativité et un peu tout ce qui est aussi parité, diversité avec des objectifs que vous êtes fixés en interne
sur la parité au level salarial, managérial, comité, etc. Oui, alors ça, c'était nous ce qu'on aurait appelé plutôt les valeurs, en fait. Ouais. L'ADN, c'est vraiment les choses immuables pour nous. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu les choses qui, comme par exemple la capacité à créer et développer des produits, la capacité à détecter les tendances. Ça, pour nous, c'était plutôt l'ADN. Et ensuite, tu as les valeurs comme la confiance, l'audace, la créativité. Oui, ça, typiquement, c'est des valeurs qu'on a définies ensemble. On a aussi défini des attitudes. Alors, la parité, elle est venue un peu naturellement dans la mesure où, en fait, dans le retail, tu as quand même énormément de femmes. Ouais. On avait dans les effectifs, on avait à peu près 70% de femmes. Donc, par définition, tu as de toute manière dans le retail beaucoup plus de femmes, en fait. Oui, c'est peut-être c'est moins une problématique. Voilà, à des niveaux de management et puis des niveaux de seniorité dans le leadership qui sont plus importants. Néanmoins, on n'avait que 40% de femmes au niveau du COMEX, alors qu'on avait 70% de femmes dans les équipes. Donc, on n'était pas complètement exemplaires. On était bien par rapport à la moyenne nationale. Voilà, tout à fait. Intéressant. Et sur la créativité aussi, qui est une autre des valeurs de ce qu'on comprend, qui est très, très importante au sein du groupe. On a vu que que la Redoute a notamment lancé la carte kangourou pour les femmes pour leur permettre de consommer indépendamment de leur mari. Oui. Démocratisation des créateurs aussi, avec des collaborations avec des créateurs, la livraison à 24 heures. Est-ce que ça découle justement de la liberté que vous donniez aux collaborateurs? Comment tout ça a été orchestré pour justement valoriser cette créativité au maximum? Alors, toutes ces innovations, c'était avant qu'on reprenne la Redoute. C'était vraiment... en fait, la Redoute a dans ses gènes d'être innovante, de savoir se réinventer et d'être en fait en avance des tendances, voire en fait en phase avec les tendances. Donc, et surtout vraiment un écho de la société. Et ça, on en a bénéficié quelque part parce que cette entreprise a toujours su se réinventer. Au départ, c'était une filature. Il y a eu la crise de 1929 et il y a eu des surstocks de fils qui ont été vendus par petite annonce. Et ensuite, comme ça a fonctionné, il y a eu des journaux et puis des petits catalogues qui ont été créés pour vendre en fait ces fils. Donc la Redoute a toujours, avec chaque crise, avec chaque... a su rebondir et se réinventer. Et nous, on s'est appuyé sur ça et on a juste en fait créé un environnement qui favorisait cette capacité à innover, à être agile. Donc je pense que ce qu'on a peut-être changé, c'est dans l'organisation, on a aplati l'organisation. On a supprimé des niveaux hiérarchiques. L'entreprise était assez hiérarchique et assez statutaire pour finalement redonner le pouvoir, entre guillemets, aux équipes et leur donner plus de marge de manœuvre et du coup gagner en agilité dans un monde en fait, qui va très vite et où il y a besoin d'être très, très agile. Et au fur et à mesure du redressement, parce que au final, la Redoute est revendue en 2022, c'est ça ? Oui. Alors, on a vendu déjà 51% de la Redoute aux Galeries Lafayette en 2018. Ok. Et on s'était engagé à céder les 49% restants en fin 2021, donc débouclage en 2022. Oui. Et quels ont été les gros métriques à surveiller pendant tout ce temps-là ? Alors, les gros métriques, d'une part, c'était la capacité à retrouver une rentabilité. Donc ça a été un focus énorme. Oui. Ensuite, bien sûr, le cash. Cash is king, c'est-à-dire on est certes parti avec 300 millions de cash dans les caisses après le plan social, mais ça peut aller très vite. On peut très vite dilapider 300 millions. Donc on a été très, très vigilant sur notre management du cash. Et après, il y a eu un autre KPI qui était assez structurant pour la transformation, c'est le NPS. Donc la satisfaction client, qui a été un peu comme un phare pour nous et qui nous a permis d'améliorer les process, de se focuser sur résoudre en fait tous les petits problèmes que nos clients pouvaient rencontrer pour que le parcours d'achat soit le plus fluide et le plus facile possible.
et que finalement nos clients deviennent nos plus grands ambassadeurs et qu'on ait à payer un peu moins en publicité digitale aux grands acteurs américains, et finalement qu'on bénéficie du fait que l'offre soit ultra différenciante et pertinente et que le service soit au top, et que du coup on soit recommandé de bouche à oreille et qu'il y ait un impact positif sur la marque. Ok. Et à la finalisation du coup de cette vente en 2022, tu restes, tu pars? Qu'est-ce qui se passe? Alors avec Eric, on décide de partir pour plein de raisons, essentiellement des raisons personnelles. Et je pense que c'était, en tout cas pour ma part, il y avait aussi la réflexion de est-ce que j'aurais la force, l'énergie, la créativité nécessaire pour réinventer la Redoute sur les 10 prochaines années. Parce qu'on avait certes réussi une étape assez fondamentale, démontrer finalement que la Redoute avait sa place dans le marché, qu'elle était capable de générer de la croissance et de la croissance rentable. Mais le marché continue à évoluer. Les enjeux sont importants, notamment les enjeux environnementaux, les enjeux d'intelligence artificielle, d'évolution de la technologie. Et donc la question c'était, est-ce que après 13 années passées à la Redoute, quand même très 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 intense, est-ce que j'aurais l'énergie, la force, la clairvoyance pour pouvoir le recul nécessaire, voilà, pour bien orienter la Redoute sur les 10 prochaines années. Et le fait est que, voilà, pour moi-même, j'ai décidé que non, que en fait, ça me coûterait trop d'efforts, et que il fallait laisser la place. Voilà. Et je pense qu'il y a des phases comme ça où on est au bon endroit, au bon moment, et qu'on peut faire des choses extraordinaires, et que si finalement on n'a pas la lucidité... Il faut savoir s'arrêter. Voilà, il faut savoir s'arrêter. Et je pense que c'était le bon moment pour tirer sa révérence. Belle révérence. Oui, un défi relevé haut la main sur cette reprise. Et je l'ai évoqué tout à l'heure dans l'intro, tu as aussi cofondé Sista. Tu peux nous en dire un peu? On les connaît, mais oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors j'étais encore à la Redoute, bien sûr. Oui. Et c'est vrai que j'avais... moi, j'ai jamais vraiment eu l'impression d'avoir... eu à me battre contre le plafond, le plafond de verre. Mais néanmoins, il y avait des petites choses comme ça qui me titillaient. On avait repris avec Éric Courteil. Et quand on allait voir nos banquiers, pas tous, mais certains, en fait, s'adressaient plutôt à Éric quand il s'agissait d'argent qu'à moi, alors que j'ai fait un doctorat en finance. Tu es légitime. Voilà, et que j'étais tout aussi légitime que lui. Et il y a des petites choses comme ça, en fait, en gros, qui m'irritaient de plus en plus. Je pense aussi qu'avec l'âge, on tolère de moins en moins, peut-être. Et donc, quand Tatiana et Céline, qui avaient vécu des expériences un peu similaires, sont venues me voir pour me parler... au départ, ce n'était pas une association, c'était juste une initiative et puis une volonté, finalement, de mesurer et... de rendre tangible quelque chose qu'on ressentait, qui était le fait qu'on n'était pas traité de la même manière en fait que les hommes. Et donc au départ, c'était juste la volonté, avec un partenaire historique, BCG, qui continue à nous accompagner, de mesurer en fait le nombre de projets portés par des femmes dans la tech, en l'occurrence dans les métiers d'avenir, et leur capacité à aller lever de l'argent et à trouver des financements adéquats à leur ambition. Et grand bien nous a pris, parce que finalement le constat était quand même s'est avéré aussi affligeant qu'on le ressentait nous au quotidien, et donc rien que le fait de nommer les choses, de les quantifier, ça permet de prendre conscience et puis d'avoir un point de départ pour pouvoir démarrer à faire évoluer les choses. Donc à partir de ça, on a créé l'association, on a commencé à accompagner des femmes entrepreneurs dans leur levée de fonds et puis dans leur capacité à pitcher et à faire face en fait à un traitement peut-être pas forcément toujours très égal avec leurs collègues masculins, et surtout aussi sensibiliser les fonds sur le fait qu'il y avait des biais
parfois ou souvent, très souvent inconscients, Ouais. liés au fait que l'essentiel des partenaires dans les fonds sont quand même masculins et du coup, on a toujours quand même tendance à faire confiance à ce qui vous ressemble. Donc s'il y a des hommes, si c'est essentiellement des hommes, ils ont tendance à faire confiance plus aux hommes et aux porteurs de projets masculins. Ouais. Donc ça, c'est le pan social de ta vie. Oui. Et il y a un plan écologique, aussi, enfin environnemental aussi, plus récemment avec la Climate House. Oui, alors ça, l'impact, pour moi, ça a toujours été un vrai sujet. Je pense que voilà, on a des ressources limitées sur cette planète, qu'il faut qu'on soit... globalement, je pense il faut être frugal. D'ailleurs, à la Redoute, on a toujours été frugaux dans notre manière de piloter l'entreprise. Et que voilà, on a une planète et qu'il fait quand même bon d'y vivre et qu'on a envie de continuer à bien y vivre. Donc déjà, à la Redoute, j'étais très engagée sur en fait, la montée en puissance en fait, de nos offres qui étaient éco-conçues, avec vraiment une attention particulière sur les matières utilisées, les procédés utilisés, etc. Et là, c'est vrai que quand je suis sortie de la Redoute et du coup, on a un peu valorisé les secteurs sur lesquels j'investis et sur lesquels je me concentre, c'est l'impact, c'est l'éducation et la santé, qui sont tous pour moi un peu liés quelque part, parce que si la planète déconne, il y a des impacts sur la santé. Et si on n'éduque pas correctement en fait, nos enfants, mais aussi l'ensemble de la population, on ne pourra pas faire évoluer les choses pour que notre planète en fait, continue à bien se porter. Et donc du coup, quand Lucie est venue me voir pour me proposer de rejoindre cette initiative qu'elle a lancée, j'ai pas beaucoup réfléchi. Déjà, j'apprécie énormément Lucie. Je trouve qu'elle est vraiment visionnaire. C'est une militante, mais une militante dans le sens constructif du terme, qui réussit à faire bouger les lignes. Qui est très finalement, qui s'est mis une mission d'éduquer et d'accompagner finalement la société pour qu'on ait un impact plus positif. Et oui, du coup, j'ai rejoint cette initiative. On va inaugurer bientôt voilà, la Climate House qui est pas très loin d'ici. Il est vraiment à 2 pas. Ouais. Juste à côté. Et peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux présenter rapidement en quoi ça consiste ? Oui, alors... la Climate House, l'idée, c'est d'avoir un lieu, donc une maison, comme le nom l'indique, qui permette de rassembler tous les acteurs autour en fait, de cette thématique de l'impact et d'avoir des échanges ou d'accompagner ou d'inspirer par rapport en fait, à ces sujets de l'impact pour créer ensemble, de manière collective, des solutions et apporter des réponses en fait aux différentes thématiques qu'on a en termes d'impact. Et l'idée, et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup réfléchi avant de rejoindre, c'est vraiment, on en parlait tout à l'heure, mais moi je crois absolument à la force du collectif. Je pense que bien sûr que seul on va peut-être plus vite, mais qu'ensemble on va beaucoup plus loin. Et la logique de la Climate House, c'est vraiment que quels que soient les acteurs, que ce soit des associations, que ce soit des startups, des grands groupes, finalement chacun doit contribuer à son niveau et que si on allie nos forces, on arrivera finalement à trouver des solutions plus pertinentes et plus efficaces. Du coup, aujourd'hui, le gros de tes journées, c'est vraiment accompagner ces entrepreneurs et entrepreneureux dans leur business. Oui, alors oui, en fait, le gros de mes journées, c'est ça. Alors déjà... j'ai ce luxe de pouvoir passer un peu plus de temps avec ma famille et puis avec moi-même. Parce que c'est vrai que oui, la Redoute, ça a été un job 24 sur 24, 7 sur 7. Montagne russe pendant 13 ans. Voilà, c'est ça. C'est très long. Donc du coup, là, c'est vrai que je me réapprivoise et je réapprivoise en fait, mon temps libre, avec beaucoup de plaisir. Et j'ai investi dans quelques startups et du coup, j'accompagne aussi quelques initiatives type Sista ou Climate House. Et ça occupe le gros de mon temps. Tu étais à quelques boards de boîtes. Oui, et puis après, je suis à des boards de boîtes cotées, donc en fait, qui demandent aussi un certain investissement en termes de préparation, mais j'ai beaucoup plus de liberté et j'ai plus finalement d'obligations opérationnelles telles que je pouvais les avoir à la Redoute et chez Relais Colis. Alors, d'un côté, ça me manque
parce que j'aimais bien les opérations. Je trouve que le challenge, les problèmes à résoudre, le défi de toujours trouver des solutions plus smart, plus frugales. Et puis d'un autre côté, c'est quand même aussi intéressant d'avoir une capacité à avoir peut-être un spectre un peu plus large, parce que là, moi, j'étais vraiment mono-neuronée sur le retail et finalement les solutions du futur pour le retail. Et là, j'ai élargi un petit peu mon horizon avec des investissements, bien sûr, aussi dans le commerce et le retail, comme chez Joli Moi ou chez Nalka. On vient de changer de nom. C'est un site e-commerce en fait, qui vend des produits sans sucre. Ou dans des sujets impact ou des sujets santé ou éducation. Et donc, du coup, j'ai un spectre plus large et ça me plaît aussi d'avoir une vision un peu plus holistique finalement des enjeux et des sujets. Génial. Et peut-être dernière question, et maintenant que tu as le recul nécessaire, est-ce que tu repartirais dans une montagne russe? Est-ce que tu redresserais une boîte? Ouais, en fait, je pense que je re-signerais des quatre mains avec Éric Courteil. Ça a été une aventure de dingue. Et je pense que de toute manière, on ne fait pas quelque chose comme ça si on ne s'amuse pas. On s'est vraiment amusé, quoi. Bien sûr, on voit le côté un peu chronophage d'un job en fait, qui est plus qu'un temps plein, quelque part. Mais le fait est que c'était un extrême honneur en fait, de pouvoir redresser cette vieille dame et puis de démontrer qu'elle avait sa place. C'était un plaisir de travailler avec les équipes et de démontrer que finalement, même si on n'avait pas réussi à attirer tous les meilleurs talents à Roubaix, en fait, la force du collectif faisait qu'on était plus fort que tous ces plus bons talents qui souhaitaient rester à Paris. Et je pense que oui, je re-signerais des quatre mains. Ça a été un truc de dingue. Et d'ailleurs, je pense que on me demande parfois si j'ai le baby blues ou pas. J'ai pas forcément le baby blues, mais en tout cas, c'est quand même un truc hyper fort que, en tout cas, tu as envie de vivre au moins une fois dans ta vie, quoi. C'est passer à côté de ça, ça serait quand même trop dommage. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote durant ces 13 années que tu pourrais nous partager d'un moment fort? Un moment fort, ça a été quand les Galeries Lafayette sont venues nous voir et nous ont fait comprendre en fait, qu'ils avaient un intérêt stratégique à nous racheter. Pour nous, ça a été quand même un peu une consécration parce que ça nous a montré que tous les efforts qu'on avait fournis, tout le travail qu'on avait réalisé, en fait, on n'était pas les seuls à comprendre qu'on était en train de faire un truc incroyable, hein, mais qu'il y avait une reconnaissance extérieure et aussi une validation de ce qu'on avait fait. Donc ça a été un moment pour nous avec Éric et les équipes qui a été quand même assez fort et qui nous a confortés dans notre capacité finalement à réaliser nos rêves les plus fous et que les gens qui nous donnaient pour perdants avaient tort. Donc ça, c'était quand même très sympa. Et ça devait être un beau moment d'euphorie dans les bureaux. Ouais. On va conclure sur ce beau message. Qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'il ne faut pas hésiter à se lancer des défis et de bien s'entourer parce qu'ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Merci beaucoup, Nathalie. À très vite.